Bonjour Philippe. Bonjour. Je suis ravi que tu nous accordes un peu de temps. On est ici à Monterey, il fait un temps magnifique aux États-Unis. J'adore ce temps du nord de la Californie où c'est ciel bleu, soleil et froid. J'adore ça. C'est le genre, vous savez, quand on arrive à San Francisco, même au mois de juin, première chose qu'il faut faire, il faut aller immédiatement acheter une doudoune. J'aime bien l'idée. C'est genre vivifiant, genre la pêche, grosses vagues, les phoques qui sont là. Enfin, c'est un climat assez beau, assez pur. Alors qu'est-ce que tu es venu faire à TED, qui est une conférence où il y a pas mal d'influenceurs, notamment de l'industrie du web, de la Silicon Valley? Ça fait 2-3 ans qu'il me demandait de venir et évidemment j'étais fasciné parce que TED c'est une sorte de forum ultime des gens, des cerveaux qui sont là pour faire le monde, si ce n'est refaire le monde. Et moi qui suis un peu timide mais pas trop, qui peut parler sans aucun problème, qui peut faire des conférences de 3-4 heures non-stop comme ça, comme je viens de faire au musée Pompidou. Là, j'ai compris qu'il fallait quand même pas déconner et je me suis pris une angoisse terrible et finalement ça fait 2 ans que je suis pas venu. Et là, Peter Gabriel a tellement au bout de voilà, et au bout de 3 ans quand même où il dit Philippe, faut que tu viennes, Philippe, faut que tu viennes, Philippe, faut que tu viennes. Après il y a Tracy Chapman qui a appelé, faut que tu viennes là. Bon, tout le monde me suis retrouvé un peu coincé dans le genre, si j'y vais pas, je suis un peu couille molle, un peu genre refus devant l'obstacle. Et c'est pas trop mon genre, parce que là, ça rigole pas. Parce que la règle, c'est 20 minutes, là. C'est 18 minutes, c'est court, mais surtout, on passe juste après une bonne femme qui est en train de préparer les atterrissages sur Titan, qui montre la première photo en exclusivité prise en dehors de notre système solaire. Après, il y a un Suédois à valeur de baïonnette qui nous explique que les pays les plus riches ne sont pas ceux où il y a le plus petit taux de mortalité pour les enfants. Après, il y a un mec qui nous explique la psychologie de l'évolution, chose comme ça par rapport à la violence. Autrement dit, quand on est quand même un designer de brosse à dents et de toilettes pour les chiottes, de brosse pour les chiottes, on se dit quand même si on essaie de bien faire son boulot, est-ce que je vais tenir le coup? Mais justement, alors moi je voulais te féliciter parce que tu as été très humble dans ta... mais trop humble même. Mais non, mais je suis forcément... Ça fait aucun sens, je suis ici, je sais même pas pourquoi vous m'invitez. Mais non, mais c'est vrai. Presque à t'excuser d'être là et de... Un petit peu parce que ça frôle l'imposture. Parce que quand même, moi je suis, je crois, d'après ce que l'Argus de la presse m'a dit, je suis le français le plus publié dans le monde. C'est bien, d'accord, merci, c'est gentil. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 3 brosses à dents splendides. Une brosse à dents même splendide, ça vous place pas pour se brosser les dents. Tandis qu'il y a tous ces gens qui sont absolument géniaux, à qui on donne pas du tout la parole. Moi c'est pour ça que j'ai une forme d'écœurement un petit peu devant cette demande permanente de presse. Ah, Philippe Starck, vous êtes un génie, est-ce que vous pourriez nous parler de ci, de ça? D'accord, merci, mais je suis pas un génie, les génies on les connaît. Il y a Ptolémée, Eratosthène qui a mesuré 300 ans avant Jésus-Christ la circonférence de la Terre avec un chameau, un bateau de 30 cm et un puits, et il a fait que 2% d'erreur. Ça c'est les génies. Il y a Platon qui dit à un moment, à peu près dans les mêmes époques, à l'époque où tout le monde croyait que la Terre est plate et qu'après il y a un grand vide, qui dit, vous savez, et la phrase est très simple, elle est très moderne, elle dit, j'ai vu l'autre jour une éclipse de Terre, et donc l'ombre de la Terre sur la Lune, et elle est ronde. Et personne n'écoute. Tout le monde s'en fout. Et jusqu'à Galilée, c'est ça les génies. Mais tu penses que le design n'est pas important alors? C'est pas une manière le design est structurellement non important, mais en plus il y a des moments. Il y a des moments où c'est intéressant et des moments où c'est pas du tout intéressant, où il y a des moments où ça devient même une obscénité. C'est-à-dire que comme la civilisation qui essaie d'être civilisée a une vitesse d'évolution faite en fait de micro-cycles comme ça, alors même si la ligne générale est positive, quand même, on est une société, une civilisation basée sur le progrès, sur l'intelligence, et quand même c'est de mieux en mieux, c'est clair, même s'il y a encore quelques gros défauts, eh bien, dans les cycles de lumière, quand on est en haut, là, on peut commencer à parler d'art, de design, oh la jolie chaise, oh la jolie lampe, tiens, j'aime bien ta chemise. Dans ton speech, c'est que, en fait, oui, on n'en parle que quand on a réglé le reste, mais on n'a jamais réglé le reste. Non, mais à ce point-là... Les enfants qui meurent en Afrique... J'entends, mais il y a des moments où, quand
quand même plus ou moins chaud. Oui. Là, quand même, on a un retour de la barbarie extraordinaire. Et en plus, c'est pas la barbarie qu'on nous montre. C'est pas la barbarie qu'il faut croire sur CNN. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les chasseurs de barbares sont les vrais barbares. Les chasseurs de dictateurs sont les vrais dictateurs. Alors, ça commence à être super complexe. Quand la plus grande démocratie du monde devient un pays autoritaire, un pays comme ça qui va envahir simplement d'autres pays pour aller piquer le pétrole. Enfin, là, ça commence à être compliqué. Il y a des inversions terribles. Est-ce que les terroristes qu'on nous montre sont vraiment les terroristes? Est-ce que c'est les faux chasseurs de terroristes qui le sont? Donc, ça complique. Et ceci dit, et tous les jours, ça descend quand même. Il y a quelques milliers de morts tous les jours. Glang, 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 glang. Il faudrait que j'arrête de faire ce que je fais. Et Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des moments pour tout, comme dans la journée, il y a des moments pour dormir, il y a des moments pour baiser, il y a des moments pour manger. Et bien dans la vie, suivant les cycles une sorte de logique comme ça, une sorte de bon sens, on dit là, ça va, c'était intéressant, mais aujourd'hui, il faut prendre clonk clonk le fusil, il faut remettre le casque, il faut repartir à la bataille, il faut se radicaliser, il faut se repolitiser, il faut faire plein d'actions directes, les actions qu'il faut, être enfin utile. Parce que quand on est un designer, on est... Tu es frustré de ne pas avoir été... Attends, bouge pas. Tu es frustré de ne pas avoir été... de pas avoir été utile alors? J'aimerais bien être plus utile, peut-être que pas que des brosses à dents et des brosses à chiottes. Non, mais enfin globalement c'est global, tout le monde peut vivre sans ce que je fais. Non, mais c'est pour ça que je viens à TED, parce que là, c'est avant tout une leçon. C'est une leçon de pensée qui donne un effet bouffée d'oxygène extraordinaire. Là, on n'est plus dans les petits journaux parisiens qui nous parlent de petites politiques politiciennes, de petites politiques intramuros, qui me rappellent que trop certains dîners que j'ai eus avec nos dirigeants récemment, où j'ai vu à quel point, même chez des gens, vous croyez que je vais vous le dire, s'il y a des gens que j'aime bien là-dedans, mais qui montrent même chez des gens bien honnêtes, cultivés, intelligents, une étroitesse de vue absolument incroyable. C'est-à-dire que ces gens n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde, de ce qui se passe dans l'espace. Lors d'un dîner là, quand même, on m'a demandé de parler de ce que je fais avec Virgin Galactic, la direction artistique, on va envoyer des fusées, la libération de l'espace, la démocratisation de l'espace, choses comme ça. Et ces gens qui sont potentiellement les futurs présidents de la République ont cru que c'était une blague. Et il a fallu que quelqu'un se fâche, dise mais arrêtez de déconner, c'est pas une blague ce que Philippe est en train de vous raconter, c'est vrai, il est en train d'aller dans l'espace privé, il est en train de construire le premier spaceport privé de toute l'humanité, avec zéro impact sur la nature. Zéro impact sur la nature, ça veut dire quoi? Enfin, on s'aperçoit que c'est alors là, tout d'un coup, on arrive chez des gens qui alors justement, ça revient un petit peu à Virgin Galactic, parce que ici, c'est un petit peu la suite. Moi, je suis pas très je suis pas du tout mondain. Non. Mais je vis à la fois loin des choses, très isolé, en train de réfléchir, rêver, choses comme ça. Et mes rêves sont proactifs, mais je rencontre finalement autour de moi, quand je reviens à Paris, peu de gens de ce genre. Et donc, on passe une seconde sur la France, justement. Quelle est ta vision? Parce que tu es en train de dire, en gros, on comprend rien, on comprend pas le monde en France, c'est ça? Je sais pas, moi je connais pas trop l'exemple de la France parce que je prends l'avion tous les jours, donc j'y suis pas plus que dans d'autres pays, mais c'est vrai que je le comprends un peu mieux, ça m'intéresse parce que c'est ma patrie, et c'est vrai qu'il y a un manque de compréhension, de vision du changement des forces qui se passent en ce moment, des fins de civilisation occidentale, de montée en puissance d'autres civilisations, de déplacement de centres d'énergie. Les mecs ne le voient pas. Et donc les candidats en ce moment te donnent pas beaucoup d'espoir apparemment. Tu les mets dans le même sac tous. C'est écœurant de bêtises. Ouais. Et à propos de sac, justement ce que je disais des futurs présidentiels, j'ai dit mais écoutez, il faudrait peut-être être gaulien à un moment. Moi je me rappelle avoir entrevu, je suis pas gaulien, mais enfin quand même le mec faisait quelque chose et parlait quand même. Je me rappelle avoir vu un discours comme ça où il met les pieds sur la table et fait français. En gros, je me rappelle plus, en gros, il disait français, on est dans la merde. Ouais. Il va falloir bouger.
Ouais. Il va falloir faire quelque chose. Et c'est fait, il fait, ah ben voilà, il y a un mec qui cause là, qui dit quelque chose. Ouais. C'est pas de la démagogie, non, je dis simplement. Et ce que je regrette beaucoup, c'est, je sais pas, il y avait ce truc là sur le CEP, PCE, je sais pas quoi, là, CPE, tout le monde s'est entre-déchiré pour des raisons consternantes des deux côtés, et ça donnait l'impression, un petit peu, j'ai une image comme ça qui est arrivée, on a l'impression que il y a trop de chiots, il faut noyer les chiots, on les met dans le sac, on va jeter le sac dans la rivière et les chiots sont en train de se mordre, s'entre-déchirer dans le sac, je veux le CEP, sans voir que le sac est en train de couler. Et c'est complètement ça. Et donc moi ce que je disais, il faudrait quand même dire... Qu'est-ce qu'on peut faire, il faudrait dire français. Ça va pas fort bien, mais ça va pas non plus, c'est pas un drame non plus. Mais c'est pas vraiment. Mais le sac coule quand même. Mais le sac coule, c'est pas vraiment votre sac à vous, c'est pas vraiment français, c'est pas vraiment seulement européen, c'est un problème de civilisation occidentale qui est en train de s'éteindre. Chaque chose a une naissance, une vie, une mort. Il y a eu les Aztèques, les Romains, les Grecs, les machins, il y en a plein de civilisations qui sont. Alors, faire partie d'une civilisation en décroissance, c'est chiant, on est bien d'accord. Mais donc ça c'est toute l'Europe, cette décroissance. C'est l'Occident, c'est l'Occident. Donc les US aussi. Ah bah évidemment, sauf les US aussi. C'est les US qui nous plombent Qu'est-ce qui bouge principalement. C'est la Chine, l'Inde. Il y a des énergies formidables en effet en Asie aujourd'hui, qui sont aujourd'hui traînées par l'économie, puisque aujourd'hui il doit y avoir 80% de notre production de ce que l'on a, c'est nos vêtements, nos trucs là, qui sont fabriqués là-bas. Alors ils ont l'argent, après ils ont les travailleurs, et maintenant ils ont le savoir-faire. C'est-à-dire que pendant très longtemps, on pouvait dire, oh c'est pas grave, c'est des ouvriers, tout le monde savait que c'était des esclaves, mais on en a rien à foutre, n'importe quoi, ils savent pas le faire. Aujourd'hui, ils savent le faire. Donc aujourd'hui, on voit des grandes entreprises, des grands brands comme ça, qui ne sont plus que des tigres de papier creux, parce que ils n'ont plus la production. Ils ont de moins en moins d'argent, puisque l'argent est passé de l'autre côté, et ils n'ont plus le savoir-faire. Donc on s'aperçoit aujourd'hui que ce qui s'appelle un OIM, c'est-à-dire un sous-traitant en général asiatique, va devenir bientôt un OBM, une brand. Et à ce moment-là, eh bien, alors qu'est-ce qu'on fait Philippe? On a plein de jeunes là qui qu'est-ce qu'on fait? Faut remuer notre cul. Faut remuer notre cul. Donc, clairement. La solution c'est de te bouger le cul. Évidemment. Faut se remuer, il faut arrêter d'être nombriliste, il faut arrêter d'être pessimiste, il faut dire, il y a un vrai problème. Perdre l'hégémonie d'une civilisation, c'est un problème, mais ça se gère. Le vrai problème, le drame, le désastre, c'est si on ne le gère pas. C'est-à-dire qu'un mec qui était PDG, sa boîte fait faillite, il devient chauffeur de taxi. C'est pas très drôle pour lui. Il était le chef, il devient le serveur, le servant. Eh bien, s'il le gère, s'il le comprend, eh bien, il va se démerder, il va mettre des petites guirlandes dans son taxi, et peut-être que dans 5 ans, il aura une compagnie de taxi, et je sais pas quoi, il y a tout à inventer. Il faut être actif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir l'avenir en général en marchant reculant, ou sans ça on se casse la gueule. Mais là, dans notre cas particulier, il y a urgence. Alors, aujourd'hui, on est devant un paquet d'urgences. Que ce soit les urgences écologiques, que ce soit les urgences économiques, politiques, les fausses guerres, les machins, trucs comme ça, les dégénérescences philosophiques. Il n'y a plus de philosophie. Où sont les utopies? Où sont les projets de société? Donc il y a tellement de choses à faire que aller aujourd'hui à TED, ça fait il y a des gens qui bougent. Il y a des gens qui bougent. Alors moi j'avais donc eu déjà ce flash comme ça. En m'occupant de Virgin Galactic, déjà en allant voir donc là où on construit la fusée dans le désert de Mojave avec Burt Rutan. C'est incroyable. C'est fait. Burt Rutan, c'est déjà avec le petit. Non, c'est pas le pilote. Lui, c'est celui qui invente les fusées et qui les construit. Il y a le pilote qui est déjà allé dans la. Je me rappelle plus son nom, j'ai dîné. Incroyable. Qui est génial, qui est un monsieur humble d'un certain âge. D'ailleurs, a dit un truc très fort dont je me souviens bien, qui est finalement depuis 10 ou 15 ans, à part le Concorde, l'aviation est stagne. Bien sûr, il n'y a aucun progrès. Mais d'ailleurs, moi je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais attendez, je comprends pas. Je vois la navette spatiale qui coûte des milliards de dollars et qui marche pas. Et je vois, nous, notre fusée qui coûte quelques millions de dollars, mais c'est pas dément, et qui est tellement simple, tellement évidente. Il y a un truc que je comprends pas, c'est le même usage. Où est le problème? Et il m'a dit cette chose qui pour moi est choquante, parce que j'ai vécu dans la déification de la NASA. Pour moi, la NASA, c'était l'intelligence.
science, l'avenir, choses comme ça. Moi, je suis un NASA child. Et le mec me dit, c'est-à-dire que c'est un mastodonte qui a accouché d'un truc qui était mort-né. C'est-à-dire que la navette était déjà obsolète au moment où elle est sortie. Et les mecs sont incapables de changer les programmes, sont incapables, et maintenant ils traînent un boulet qui est complètement out of order. Mais donc là, tu as l'air de bien t'éclater sur le projet. Alors donc ça permet... Parce que je pourrais te dire aussi oui, mais justement, ce qu'il faudrait peut-être résoudre d'abord, c'est l'écologie. De 30 000 enfants qui meurent en Afrique plutôt que d'aller en Espagne. Non, on est totalement d'accord. Mais c'est pas, on n'est pas besoin de choisir, c'est pas binaire. On peut tout faire en même temps. Chacun suivant ses compétences. L'important, c'est de faire. L'intérêt de Virgin Galactic, c'est que c'est une très belle séquence de notre histoire de la mutation. C'est-à-dire que la vie est apparue il y a 4 milliards d'années, bactéries, poissons, grenouilles, singes, super singes que l'on est aujourd'hui, et la vie disparaîtra de la Terre dans 4 milliards d'années. On est pile au milieu. Au milieu, c'est ce que tu disais, c'est formidable. Et on a 4 milliards d'années pour se casser. Alors on sait très bien que on va pas pouvoir se casser tel qu'on est, on est trop, mais donc il y a un travail formidable et à mon avis inconscient, et il y a surtout cette intuition, je ne sais pas comment l'expliquer. Mais on a l'impression que, inscrit dans l'ADN quelque part, on sait qu'il faut se casser. Parce que pourquoi ce rêve de voler ? On est la seule espèce animale qui veut changer d'état. En général, les chiens restent sur le sol, les poissons restent dans l'eau, il y a quelquefois qui ont des tisseaux, les oiseaux restent dans l'air, quelquefois ils plongent, mais ils ressortent. Nous, on veut voler. Le mythe d'Icare, le mythe de l'ange, les premiers vols, les montgolfiers, les trucs comme ça. Et en fait, on s'aperçoit que Virgin Galactic est à la fois quelque chose de petit et de très important, car c'est la première fois où on va libérer l'espace. L'espace avant appartenait aux experts, et surtout aux militaires. Aujourd'hui, moi je peux dire à mon fils, tu iras dans l'espace. Alors, c'est pas la solution aller dans l'espace, on s'en fout un peu d'aller dans l'espace, mais c'est marche par marche, step by step, comme ça, on est en train de voir comment on va se déplacer. Alors, on se déplacera pas en fusée, on se tire, dans les 4 milliards d'années, on se tirera pas. D'ici là, on sera une longueur d'onde, un spray, une odeur, une note de musique, un truc comme ça. Mais ça fait partie du travail. La boutique reste ouverte. Et donc, ce qui est formidable, c'est l'état d'esprit. J'ai eu un dîner à Los Angeles il y a 3-4 mois d'astronautes comme ça, comme depuis je n'ai pas fait très attention, qui étaient à ma table. Et il y a un mec qui dit, tiens... comme ça très à l'américaine, qui dit, tiens, est-ce qu'il y a des gens qui ont marché sur la Lune ici ? Et là, à ma table, il y a 6 personnes qui se lèvent. Je fais bordel. Vous avez été sur la Lune ? Bah oui, quoi. Ah, mais je m'excuse, vous êtes... Bah oui, Aldrin, machin, là. Je fais bordel. Tu n'avais pas fait ton homework avant. Non, mais moi, c'est un peu spécial. Hein. Et après, le mec dit, il y a combien de personnes qui ont été dans l'espace ? Là, il y a une quinzaine de personnes qui se lèvent, la table à côté, le machin, là. Je fais bordel. Et alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont qui sont investis dans le business de l'espace ? Et là, il y a 100 personnes qui se lèvent. Je fais bordel. Il y a un truc qui se passe quand même. Et ces gens sont venus justement, il y a un déjeuner tout à l'heure, d'ailleurs dans une minute, avec l'X-Prize, les gens qui sont à la cause, à la base un peu de tout ça. Il y a une vraie fraîcheur. Après, on a été montrer le projet Virgin Galactic, un truc formidable qui s'appelle Next Fest, c'est-à-dire le festival du futur. Et là, de nouveau, il y avait des inventeurs formidables, des trucs, ça respire. Oui, on n'est pas à se plaindre toute la journée. Et on n'est plus à prendre de la conversation, de café. On n'est plus en train de relater simplement ce qu'a dit le journal, le quotidien, qui vit en général dans des petites chapelles partisanes, choses comme ça. On est en train de travailler, on est en train de construire, on est en train de se rebeller, on est en train d'être subversif, on est en train de le faire. Et moi, à chaque fois que je suis en contact avec ces gens-là, je suis évidemment très intéressé par ça depuis toujours. Moi, j'ai été élevé d'une façon presque scientifique. Je devrais être scientifique aujourd'hui. En fait, je suis un scientifique frustré. Et donc je suis très sensibilisé à ça, mais à chaque fois que je suis dans un truc comme ça, je prends une baffe et je dis bordel quand je reviens là. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je change l'orientation de ma boîte un petit peu. L'autre jour. Tu vas vers quoi là alors ? Ah bah nous on travaille donc sur des. Avant de, dans ton speech, tu as expliqué qu'il fallait pas regarder en bas devant ses pieds.
Bien sûr. Tu peux le Oh, bah, résumer, oui, mais enfin, c'est juste comme ça, non. Non, c'est l'idée de la mutation, les devoirs du mutant, qui sont d'avoir la vision la plus lointaine et la plus haute possible. Et je montrais comme ça que si on regarde ses pieds comme ça, d'abord, si on regarde vraiment ses pieds, on va d'abord se casser la gueule. Après, si on regarde un petit peu, on va se sauver soi-même et on ne sert à personne. Si on lève encore les yeux, tiens, il y a des gens. Ouais. On rentre dans la société. Si on regarde un peu dans les yeux des autres, on rentre dans le domaine de l'intelligence. Mais on ne sert pas encore à grand-chose. Mais on commence à être dans ce domaine-là. Et après, rentre le domaine du vrai travail, de cette intelligence comme ça. Et après, au-dessus, il y a les génies. Après, il y a le piège de Dieu dans lequel il faut surtout pas rentrer, où sans ça, c'est n'importe quoi. Et après, il y a la schizophrénie qui touche certaines personnes comme ça, qui repartent en arrière. Donc, il y a plein de travaux permanents à faire. Et donc, pour ta boîte, ce que tu allais... moi, je m'occupe, on est en train de faire une nouvelle voiture à hydrogène, avec un truc monobloc. On est en train de faire des véhicules, genre moped, des trucs comme ça, et d'autres choses, là encore, utilisant des hybrides d'hydrogène. On est en train d'étudier pour un pays, dont je suis en train de prendre la direction artistique, un tourisme zéro impact. Mais quand je dis zéro impact, c'est zéro impact. C'est-à-dire qu'on ne consomme rien, on ne rejette rien, on ne touche à rien. C'est génial, 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 génial. On produit tout localement, et ces gens d'ailleurs n'attendent pas une rentabilité immédiate, mais on pense faire un grand exemple comme ça en disant regardez, le tourisme qui est pour moi une malédiction absolue, qu'il faut absolument combattre et qui va d'ailleurs s'écrouler incessamment sous pneu. Le tourisme, vous le dire, le tourisme lointain va s'écrouler. Dans 10 ans, on rira de pourquoi les gens voyageaient comme ça 20 heures, allaient parce qu'on va travailler sur la téléportation. Non, ça n'est pas encore au point, simplement parce qu'il n'y aura plus aucun intérêt à y aller. Aujourd'hui, les gens s'endettent pour payer leurs billets, vont faire 20 heures d'avion, ont le décalage horaire, ils attrapent des maladies, quelquefois ils sont enlevés, quelquefois ils sont noyés, enfin il y a plein de qualités, et quand ils sortent de leur hôtel, ou ils restent dans leur hôtel qui est toujours le même, ou alors ils sortent de leur hôtel et ils tombent sur le village qui est toujours le même, c'est-à-dire c'est un carrefour. Le premier, ça dépend le niveau, mais enfin vous avez Hermès, Prada, Chanel. Le deuxième rond, vous avez Gap, Banana Republic, H&M. Après, vous avez Body Shop, McDonald's, Kentucky Fried Chicken. Et le mec, à un moment, ils vont se dire, attends, t'es gentil, pourquoi j'allais faire ça? Donc, le tourisme lointain va s'écrouler au profit d'un retour à un tourisme de proximité sur lequel je travaille énormément. D'ailleurs, on est en train de préparer des satellites autour des grandes villes européennes. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout à inventer. Je suis en train d'inventer beaucoup de choses, un peu comme d'habitude, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je passe plus à l'acte. Aussi, j'ai plus de moyens. Tu fais, même si tu te plantes, il y a des choses où tu t'es vraiment planté ou pas? C'est pas grave. C'est Ypsilon. C'est Ypsilon. Comment tu travailles? Tu te mets face à la mer? C'est pour ça qu'on est face à la mer? Moi, tu prends une copie blanche? Ouais, moi je travaille je m'angoisse d'abord. Je suis un garçon un peu angoissé. Après, je réfléchis tout le temps. Je suis jamais là. Je suis pas très agréable. Génial tout le temps. Quoi. Je ne suis pas génial. Je suis simplement. Ce que tu m'as dit. Non, je suis un. Te le dire. Non, mais je suis un travailleur. Je suis un travailleur. Du papier, un stylo. Moi je suis totalement archaïque. Mon bureau est ultra moderne, mais moi je travaille avec le même bloc de calque. Il faut dire que le papier maintenant est fabriqué pour moi, parce que comme je prends l'avion tous les jours, les différentes hygrométries, trucs comme ça, avec le même crayon. Et aujourd'hui, j'ai pas besoin de travailler avec un ordinateur parce que je suis plus rapide que l'ordinateur en termes de conception. Tu disais hier d'ailleurs que ça enferme l'ordinateur. Les gens aujourd'hui qui travaillent qu'avec l'ordinateur sont enfermés par les possibilités de leur programme. C'est-à-dire qu'ils ne sont que leur programme. S'ils pensent à quelque chose qui n'est pas applicable dans leur programme, il n'y a pas. Et donc on voit une génération montante qui fait des choses très très bien, mais dans un cadre très précis. Et donc ils ne peuvent croître qu'à mesure que leur programme croît. Et comment tu élèves alors la vue de blanche? Comment tu réinventes une brosse à chiottes? Je rêve, je pense, choses comme ça. Je réfléchis à quoi. Faut pas regarder devant tes pieds comme tu disais. C'est ça. C'est ça l'idée. Si je dois faire une brosse à dents, puisqu'on prend un exemple comme ça, au lieu de penser à l'objet, qui est une finalité vaine, puisque c'est chiant une brosse à dents. Non, mais tout produit, toute matière est structurellement vulgaire. Il n'y a que le service qui le rend en finalité qui est intéressant. Donc je me dis à quoi ça sert. Donc si je fais une brosse
brosse à dents, je vais réfléchir à quel va être l'effet dans la bouche comme ça. Ouais. À qui appartient cette bouche? Dans quelle société ce mec qui a cette bouche vit? Quelle est la civilisation qui a créé cette société? Quelle est l'espèce animale et pourquoi elle a créé cette civilisation? Quand on arrive là-haut... Tu fais des recherches? Ah non, non, bah, c'est dans la tête, c'est une élaboration. Hein. Et arrivé là-haut, on voit bien les grands verrous. On voit bien les grands challenges, les grands enjeux. Alors évidemment, moi, petit décorateur de cadeaux de Noël, je peux rien faire. Mais au moins, quand je redescends dans l'autre sens, je sais pourquoi je ne le ferai pas. Car aujourd'hui, le refus est un des actes les plus positifs qu'on puisse faire. Et si je le fais quand même, je saurai pourquoi et donc comment. Et c'est ça qui crée peut-être la différence, pourquoi mes produits, quelquefois, sont dans des best-sellers plus que d'autres. Donc c'est une façon de travailler très intuitive. C'est le résultat. Un contexte autour? Non, c'est pas ça, c'est penser simplement au résultat. À quoi ça sert? Comment je vais améliorer la vie de mes amis, de ma tribu culturelle, de ma tribu sentimentale. Pas uniquement parce que c'est beau, parce que le beau ça n'existe pas, ça n'existe pas. Le beau c'est une notion, donc on pourrait dire presque marketing, pour dire ah ça c'est beau, mais c'est révisable 2 minutes après. D'abord c'est révisable par la personne qui le trouve pas beau, par l'autre qui le trouve pas beau. Ouais. Après on sera tous les deux à trouver ça beau, ouais. Mais un mois après finalement on trouve ça tarte. Et bizarrement 1 an plus tard on va trouver ça génial. Donc tout ça appartient, le beau, le pas beau appartient à la mode, à la démode, et donc à la consommation et la surconsommation. Donc il faut éviter ça. Il faut dire qu'est-ce qui est bon. Qu'est-ce qui permet que comment je vais m'épanouir, comment ça me sert à quelque chose, qu'est-ce que ça me donne comme repère, quel travail ça me donne dans la tête, et ainsi de suite, comment ça me permet de conserver ma vigilance, et des trucs comme ça. Donc ça c'est bon. Il faut remplacer le beau par le bon. Alors justement Philippe, pour terminer, parce que ton déjeuner, je voudrais pas te mettre en retard. Ah non, mais en retard 7 minutes. Et en plus il y a Cameron Diaz alors. J'aimerais pas qu'il donne ma place. Mais pour que le bon soit utile, parce qu'évidemment c'est bon d'avoir une conversation avec toi, mais pour que ce soit utile, donc là tu as des jeunes, tu sais il y a une différence quand même un peu de génération sur le web. Ah mais je suis vieux maintenant, moi je suis très vieux, oui. Mais c'est vrai. Dans la même non, il est poli, mais... non, je parle des vrais, ceux qui regardent plus la télé, qui sont sur internet quasiment tout le temps, qui construisent. On avait une conférence ce matin très bien de Laurence Lessig où il expliquait que nous on était habitués à recevoir des messages et là les jeunes étaient habitués à faire en permanence. Ils ne regardent pas la télé, ils font leur télé. On fait là, pas de la télé, la qualité est un peu en dessous, mais on s'en fout après tout, c'est de partager avec plusieurs milliers de personnes. D'ailleurs, tiens, regarde. Profil d'Amérique. Voilà l'Amérique. Bon, on revient là-dessus. Comment on peut t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire avec toi? Est-ce que tu es super sollicité? C'est difficile de... Mais est-ce que cette génération-là, c'est... Moi je vais vous dire, je suis ouvert. Pour moi le moyen n'est pas important. C'est ce qu'on en fait. Ce qui se passe par Internet est absolument génial, mais offre aussi des dangers sur lesquels, là encore, il faut être vigilant. Il ne faut pas confondre la fin et les moyens. Il ne faut pas oublier qu'Internet est avant tout une courroie de transmission, est un tuyau. Oui. Donc, on va pas déifier le tuyau. On va être intéressé par ce qu'il y a dans le tuyau. Alors, je te donne un exemple concret. Tous tes produits. Oui. Enfin, tes produits. Tes designs, ce que tu fais, tu pourrais le tester avec les gens avant de le finir. Oui, bien sûr, non, je pourrais le faire. L'intelligence collective, c'est quelque chose d'intéressant. Je travaille pas comme ça, je suis un individualiste malade. Non, évidemment, ça serait possible, on pourrait le faire. On pourrait dire, ces lunettes, cette montre, je vais d'abord la tester avant. Oui, mais ça serait une autre forme moderne de marketing qui est pas mon genre. Moi, je demande l'avis de personne. Si on commence à demander l'avis, dans ce cas-là, c'est n'importe quoi. Moi, je fais ce que je veux, quand je veux, de la façon que je veux, avec qui je veux. Je fais comme je peux, quand je peux, avec qui je peux, et on voit le résultat. Je propose et vous disposez. Si je commence à demander, on va arriver à quoi? Mais attention. Tu as essayé ça ou jamais? Jamais. Moi, je suis un intuitif, je suis un malade d'intuition. Je suis pas intelligent du tout. Je sais pas faire de multiplication, de division. Je connais pas l'ordre des mois. Je connais pas mon alphabet. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Je sais pas du tout où est mon compte en banque, un truc comme ça. Par contre, je suis un intuitif organisé. C'est-à-dire que
non, et je vois loin parce que comme je m'intéresse pas aux petites choses de tous les jours, par la littérature de qualité, par les cours que me donne Thibaut Damour sur les mathématiques quantiques, sur l'astrophysique, choses comme ça, j'essaye, pour revenir à la conversation, de voler le plus haut possible. Alors évidemment tout ça, pour faire quoi? Ça pour faire une mobilette à hydrogène. Enfin bon, chacun son métier. Hein. Merci beaucoup Philippe. Ben, je vous en prie. Hein. Déjeuner. J'y vais, j'y cours. Je te tutoie, il faut qu'on se tutoie. Hein. Chérie, chérie. Merci Philippe. À bientôt.